Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Julie, aujourd'hui, on parle d'un sujet... tout d'abord, on a reçu Julie Christie. On parle d'un sujet à la fois un peu pas controversé, mais qui a beaucoup de questionnements. Mitigé, Oui. un peu. Puis, dans le fond, c'est pour informer. Fait que Exact. c'est pour ça qu'on a choisi de vous le présenter. On parle de la maladie de l'implant mammaire, en fait, parce que, bon, on sait que dans les dernières 2 ans, il y a eu beaucoup de sorties publiques de femmes qui ont relié, en fait, leurs symptômes à la maladie de l'implant mammaire. Donc, on voulait en parler aujourd'hui avec une femme qui a eu la maladie de l'implant mammaire, en fait, qui a eu l'explantation, puis que suite à ça, elle a eu une meilleure santé, on va le dire comme ça. Donc, aujourd'hui, on a parlé de ça. On a appris plein de choses, puis on aurait pu en parler encore longtemps. Mais bon, on a quand même des épisodes où on essaie d'être concis. Donc, voilà. Il y aura plusieurs liens, plusieurs informations. Fait que les femmes vont pouvoir faire des recherches aussi. Là. Exactement. Le podcast est toujours présenté par Simplement Moi, ma boutique, qui est une boutique privée à Laval, où les femmes qui ont eu un cancer du sein peuvent retrouver prothèses mammaires externes, les soutiens-gorge adaptés, les bonnets pour chimiothérapie, maillot de bain, manchons pour le lymphédème. En fait, tous les produits qui peuvent aider à retrouver confort et féminité suite à une mastectomie, qu'elle soit partielle ou complète. C'est aussi une boutique en ligne pour les personnes qui veulent aller, qui demeurent à l'extérieur ou qui veulent, que depuis la pandémie, ils magasinent aussi, c'est ça, en se déplaçant. Et j'offre également le service à domicile là, pour les femmes qui sont, peut-être que la santé est plus précaire en chimiothérapie ou mobilité réduite. Exact. Que j'offre également les services à domicile. Donc, autant pour la boutique en ligne que pour connaître les régions desservies, vous pouvez aller directement sur mon site web au www.simplementmoi.com. Alors, on part ça, ce beau podcast-là. Merci Geneviève. Bonne écoute. Bon podcast. Bien, bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour. On a un duo de Julie aujourd'hui. Bien sûr. Donc, bienvenue sur notre podcast, Julie, aujourd'hui pour parler d'un sujet à la fois où ce que les gens ont beaucoup d'interrogations et ou d'un autre côté où ce que on a beaucoup de sans dire de controverses, mais on a beaucoup d'opinions divergentes. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la maladie de l'implant mammaire, qui est une maladie un peu méconnue, je te dirais encore, qui est non reconnue scientifiquement là, comme une maladie, comme un diagnostic, mais qui est important d'en parler parce que, je te dirais, depuis les dernières années, on en entend un petit peu plus parler. Je trouvais ça important qu'on en parle aujourd'hui parce que, bien que toi, ton histoire n'est pas en lien avec un cancer du sein. Oui. Tu as quand même eu la maladie des implants mammaires. Par contre, étant donné que mes clientes, les femmes qui ont eu un cancer du sein, beaucoup s'en vont vers la reconstruction mammaire. C'est le même type d'implant qu'on met, que ce soit une augmentation mammaire ou une reconstruction. Donc, je trouvais très pertinent de t'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse un peu démystifier un peu c'est quoi, en fait. Toi, selon ton expérience personnelle, j'aimerais que tu n'en parles parce que suite à ça, aujourd'hui, tu es patiente experte des implants mammaires et tu fais partie de l'organisme GPAC, qui est, en français, la Coalition mondiale pour la défense des patients. Donc, Julie, peux-tu nous parler de où est-ce que ça part? Parce que c'est en lien, le pourquoi tu t'investis dans cet organisme-là, d'où est-ce que ça part. J'aimerais ça entendre ton histoire là, par rapport à cette maladie-là. OK. Bien, merci d'abord de m'inviter. Ça fait plaisir. Et de t'ouvrir sur le sujet, car effectivement, si j'avais pas entendu un témoignage, bien, peut-être je serais même pas vivante aujourd'hui, là, parce que j'étais vraiment alitée, j'étais invalide, puis j'avais mon testament, puis j'étais certaine qu'on avait manqué un diagnostic, puis que j'allais
probablement décédé, là. Fait que c'est en entendant un témoignage que là, j'ai fait le lien. Bien, si c'est les implants mammaires qui a des symptômes... Qui t'a allumé que ça serait peut-être ça, là, tes symptômes. Est-ce que c'est ça que j'ai? C'est ça. Puis là, à partir de là, ça a commencé à débouler. Puis là, je peux maintenant en parler. Fait que dans le fond, le début de mon histoire, c'est que à l'âge de 17 ans, j'ai été auscultée par un médecin. Et puis, le médecin avait vu que j'avais une asymétrie mammaire. Mais dans ce temps-là, je ne connaissais pas ce mot-là, c'est sûr, là. J'étais trop jeune. J'avais 17 ans. C'est dans les années 80. On n'a pas la même technologie qu'aujourd'hui. Fait que le médecin, il m'avait dit que j'avais une maladie, puis que c'était congénital, puis que c'était un problème, et puis que ça se répare facilement, qu'il va juste m'envoyer voir une chirurgienne, puis elle va me mettre une prothèse mammaire, puis ça va être mieux pour mon intimité. Fait que moi... Mais c'était quand même jeune, 17 ans, 17 ans, parce qu'habituellement, oui. c'est pas à partir de 18 ans qu'ils font ça. En tout cas, aujourd'hui, peut-être plus. Là, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, je sais que ma mère était obligée d'être là pour donner l'autorisation. Okay. Puis ça a été payé par la RAMQ, parce que vu que c'était une maladie... Oui, quand c'est une maladie congénitale. Une maladie congénitale, mais c'est la RAMQ qui payait. Mm-hmm. Fait que ce qui veut dire qu'à peu près vers le mois de mai 88, là, j'ai eu la première prothèse qu'elle me mise. Et puis, automatiquement, elle a brisé la prothèse. Fait que là, elle me laissait avec une prothèse brisée du mois de mai 88 au mois de novembre 88. Puis, en dessous de la cicatrice, il y avait un trou à peu près la grosseur d'un crayon, là. Fait qu'à l'extérieur dans mon soutien-gorge, ça sortait du sang, du liquide transparent, de la couleur bleue, de la couleur mauve, de la couleur jaune. Oh, mon Dieu. Puis j'ai resté comme ça tous ces mois-là à aller la voir régulièrement, mais qu'elle ne savait pas pourquoi, puis elle attendait que la plaie se ferme pour que finalement, au mois de novembre, elle me dise « Ah, ben là, tu es en train de t'empoisonner, mais t'inquiète pas, je vais t'opérer, je vais tout t'enlever, puis ça va être correct. » Puis quand je suis sortie de l'opération, elle a dit, j'ai tout nettoyé, puis c'était comme mon erreur. En fermant ta cicatrice, bien, j'ai perforé la prothèse, l'implant. Okay. Puis c'est pour ça que ça s'est déversé. Ça, c'est un sein, hein? C'est d'un côté. Oui, c'est un seul côté. C'est pour corriger une asymétrie. OK. Ouais. Puis ensuite, elle m'en a remis un autre. Donc, on a attendu plusieurs mois, mettons, je pense que c'est à peu près 9 mois, comme au mois d'août de 1989, donc l'année d'après. Là, elle a remis une prothèse. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai gardée jusqu'en 2019. Donc, en tout, c'est presque une trentaine d'années que j'ai eu l'implant. Puis, mes symptômes ont commencé dès les premiers mois, c'est-à-dire entre le mai et le mois de novembre. C'est là où j'ai eu des symptômes, mais c'est pas quelque chose que tu t'attardes parce que d'abord, tu as 17 ans. Mm-hmm. Tu supportes plus les choses, là, puis tu te portes pas trop attention. Puis j'ai tout le temps pensé que j'allais pas tellement bien parce que j'ai fait une chirurgie, parce que j'avais comme un petit conflit amoureux, puis là, je finissais le secondaire, puis il y a comme d'autres choses dans ma vie que tu associes que si tu vas pas bien, c'est à cause de ça. Fait que j'ai comme pas associé rien. Mais j'aurais dû avoir un petit, comment on dit ça, un petit flare-up, là, je sais pas comment on peut dire ça en français, parce que mon corps avait changé assez drastiquement, vu que le point qui me fait dire ça, c'est parce que j'ai été opérée en mai, puis au mois de juin, c'est le bal de finissant. Fait que j'avais une robe, bien sûr, là, comme tu peux en juin 90. 88. Ouais. Ah, OK. 88. OK. En juin 88. On m'avait j'avais mon bal de finissant, j'avais une robe, puis la robe était comme pas les grosses robes de princesse. Je pouvais comme la réutiliser. C'était ça le but. Fait qu'en mois de novembre, là, j'ai été opérée pour enlever l'implant. Fait qu'au mois de décembre, c'est Noël. Donc, je réutilise la même robe, mais ma robe me fait plus. Fait qu'entre mai et juin, j'avais comme gonflé. On avait acheté ma robe. Puis, au mois de novembre, quand on a enlevé l'implant, puis que le mois de décembre arrive, j'avais maigri. Fait que j'étais revenue à mon poids normal, si tu veux dire. Ton poids initial. Mon poids initial. Ce qui fait, mais c'était une différence d'environ 4 pouces chaque côté de la robe. Et quand même, hein? Ce qui est quand même beaucoup. Bien, dans ce temps-là, j'ai pas non plus porté plus attention. Je sais pas pourquoi. J'aurais dû me soucier qu'il y a quelque chose qui allait pas. Mais même à ça, je suis sûre que j'aurais pas fait de lien avec l'implant. Mais bref. Ensuite, ce qui m'a fait réfléchir que c'était l'implant
qui m'a rendue malade, c'est que à la télévision, là, j'étais rendue comme extrêmement, extrêmement malade. Est-ce que tu voudrais que je te nomme quelques symptômes que j'avais? On va y venir plus tard, oui, on va y venir. Bien, que toi, tu avais, oui. Oui, que moi, j'avais. Oui, que toi, tu avais, oui. Oui, que moi, j'avais plusieurs symptômes. Je les ai répertoriés dans un fichier Excel pour que je m'en souvienne bien, là. Fait que j'avais de la fatigue chronique, la dysfonction cognitive, le brouillard cérébral, la difficulté à me concentrer, à récupérer mes mots, à parler, à perdre la mémoire, des douleurs musculaires, de la faiblesse musculaire. Mais ça, plus les années avançaient, pire c'était. Parce qu'à la toute fin, je ne pouvais même pas tenir mon téléphone cellulaire dans ma main. Puis ce que je sais, qui est comme, c'est l'implant, c'est parce que j'ai juste un implant à droite, je n'ai pas à gauche. Puis la différence entre les mains était remarquable. Tout mon côté droit me lâchait à comparer à mon côté gauche. Puis chaque fois que je faisais, mettons, de l'activité physique, puis il faut faire des poids, bien, j'étais tout le temps beaucoup plus forte à gauche qu'à droite. Puis quand tu es droitière, tu es supposée être plus forte à droite qu'à gauche, parce que ça va avec l'utilisation de ton droitier ou gaucher. Fait que ça, c'est comme des signes qui me disaient, OK, bien, il y avait vraiment un lien, là, après que je l'ai enlevé, j'ai comme vu qu'il y avait vraiment un lien avec l'implant. J'avais aussi plusieurs éruptions cutanées. Ça, c'était comme bizarre. Ça l'apparaissait, puis ça disparaissait. Fait que j'avais des taches brunes ou des taches rouges, des plaques qui ressemblaient à de la roséole. Sinon, j'avais des psoriasis. J'en avais des fois plein la tête complète. J'en avais dans les oreilles. Puis là, ça part puis ça vient aléatoirement, là. Mais les symptômes, petite question, quand ils t'ont enlevé la première fois l'implant puis qu'ils ont attendu un laps de temps avant de te le remplacer, oui. Est-ce que les symptômes ils ont arrêté? Oui, j'avais plus rien. Tu n'avais plus rien entre ces deux périodes-là? J'avais gardé mon poids mince. Parce que j'étais, comme on disait, j'étais comme un paquet d'os, là, dans le fond. J'étais restée comme ça, puis j'avais pas rien qui apparaissait. Puis aussitôt qu'ils l'ont remis au mois d'août de 1989, puis là, je rentrais au cégep, là. Mais j'ai été en dépression pendant presque 2 ans de temps, à être suivie constamment en thérapie, à pleurer sans savoir pourquoi. Puis on essayait d'identifier, tu sais, y a-tu quelque chose qui te fait ça? Puis j'avais jamais de raison comme extérieure qui pourrait m'amener à une situation comme celle-là. Okay. Puis c'était comme des signes que j'avais, qui me suivi là, longtemps, là, chroniquement, là. Ensuite, j'avais les yeux qui étaient très, très secs, comme à 21 ans, je crois. On m'a diagnostiqué, plutôt, on m'a dit que mes yeux étaient trop sèches. Il fallait que je mette des gouttes dedans. J'en ai mis pendant une dizaine d'années parce que c'était trop sèche. Puis j'avais de la presbytie, mais à 21 ans. Puis alors que la presbytie, ça doit être comme après 40 ans habituellement. Fait que ça, c'est comme des signes, mais... Tu sais, dans ces années-là, tu te poses pas de questions. Tu te dis, bon, ben je vois pas. Mes yeux sont secs. Tu sais, mais c'est comme c'est un cumulatif, dans le fond. C'est ce que c'est important que je veux dire, parce que les prendre isolément, on s'en rend pas compte, mais quand on prend un ensemble, on dit, ben peut-être que là, il faut se poser une question. Fait que, puis quand, plus tard, plusieurs années plus tard, au lieu que j'avais des yeux sèches, mais là, j'avais des yeux qui larmoignaient. Fait que des fois, ça pouvait prendre 4 heures de temps avant que ça arrête de couler. Fait que j'avais tout le temps des yeux qui coulaient. Puis là, je disais, ah non, j'ai des allergies, c'est correct. Mes yeux, ils pleurent à chaque fois qu'il y a du vent. Mes yeux, ils pleurent à chaque fois. Puis là, je disais comme plein de raisons parce que je ne savais pas pourquoi ils pleuraient, mes yeux, mais ils coulaient tout le temps. J'avais aussi la bouche qui était toujours sèche. Il fallait que j'utilise un hydratant à lèvres, mais peu importe ce que j'utilisais comme crème ou comme hydratant, peu importe la marque ou le prix que ça coûtait, c'était sèche tout le temps. Des fois, à craquer, à enlever de la peau, là, tellement qu'il y en avait. Puis les mains aussi, là, c'était super toutes brisées. Les doigts, des fois, ils fendaient tellement que je ne pouvais pas plier mes mains tellement ça me faisait mal. Puis la même chose pour les pieds, là, c'était comme ça. Tes symptômes, ils ont duré pendant 30 ans? 30 ans chroniquement, oui. Puis j'ai vu le fichier Excel, Geneviève, là, il y en a 80 symptômes à jouer. Oui, c'est ça. Fait que c'est un cumulatif de plein de petites choses, comme tu dis, qui se ramassent, façon de parler, là, mais qui font l'effet de, puis que tu te sens mal. Un effet, c'est ça, un effet tout le temps chronique d'être dans un inconfort, un mal-être, un questionnement aussi. Puis là, c'est comme tout ce temps-là, ça veut dire que c'est tous des rendez-vous à l'hôpital. C'est toutes des journées de travail manquées, des journées d'école manquées, c'est de la fatigue. Puis c'est tout le temps un sentiment que, mais voyons, je suis jamais correcte. Hein?
je suis jamais bien, là. Il y a tout le temps quelque chose qui va pas. Puis ça, tu allais voir ton médecin. Puis qu'est-ce que ton médecin disait quand que vous allez... Mettons, tu allais voir différents spécialistes, j'imagine? Ben oui, avec c'est ça. ça. Oui, avec tout ça, là, j'ai vu des rhumatologues, des dermatologues, des pneumologues. J'ai fait des tests pour l'intestin, des tests pour l'estomac, de la densitométrie. J'ai fait aussi des résonances magnétiques, des électroencéphalogrammes, des cardiogrammes. En tout cas, j'en passe, là, mais j'ai fait comme vraiment beaucoup de tests tout le temps. Puis la plupart du temps, c'est soit comme... Bien, ça peut être ça, mais on n'est pas vraiment sûr, on n'est pas vraiment certain. Fait que là, on va te donner ça parce qu'on ne sait pas. Puis là, bien, je partais avec... j'ai oublié de l'amener, mais j'aurais pu amener ma liste de médicaments. Là. Je les ai fait sortir, mettons, en 2019. Fait que j'ai fait sortir, comme, mettons, les 2 dernières années avant mon opération. Puis ça fait quasiment 20 pieds de long à terre, là. Tous mes petits bouts de papier, un à la suite de l'autre, de toutes sortes de médicaments que faut que tu prennes, là, parce que tu es tout le temps malade sur quelque chose. Là. Puis là, ça a duré 30 ans, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a un médecin qui a été investigué plus loin pour qu'il puisse te dire, ben ça pourrait être relié à ça? Comment ça en a Non, pas du tout. C'est ça, comme une fois que j'ai eu tous ces symptômes-là, là, j'avais même l'apnée du sommeil aussi. Je vais juste comme continuer à quelques symptômes, juste quelques petites minutes, si tu me permets. J'avais aussi du muguet dans la bouche, des taches blanches. J'avais l'apnée du sommeil, donc j'avais on appelle ça un CPAP, c'est une machine pour dormir. J'avais aussi de l'intolérance au chaud ou au froid. Fait que j'ai été pendant plusieurs années, là, je mettais même pas l'eau chaude dans ma douche. À froid. Personne ne pensait que c'était vrai, là, mais je dis, je peux pas mettre de chaleur du tout. Puis j'avais aussi des douleurs au sein tout le temps, des picotements. De ton côté droit? Juste du côté droit. Juste du côté droit, Oui, OK. c'est ça. Puis j'avais après ça s'est mis à me piquer dans tout le corps. Fait que là, j'avais le ventre qui me piquait, les pieds qui me piquaient, les mains qui me piquaient, la tête me piquait. Fait que je me grattais tout le temps. Je dis, comme j'ai l'air d'un singe, là. Je suis tout le temps en train de me gratter de partout. Puis je dis, ça me gratte, mais de par en dedans. Puis là, bien, c'est sûr que je me fais tout le temps comme regarder bizarrement quand je vais voir les médecins. Là. Dans le fond, j'avais un médecin pendant au moins 15 ans. C'était le même médecin. Puis j'avais tout le temps l'air comme si je sortais là, d'une autre planète. Là. C'était tout le temps comme, j'ai jamais vu ça. T'étais le corps à chaque fois, là, dans le fond. Comme, ben là, je sais pas trop, là. Ben, je connais pas ça. Ben, va faire ce test-là. Ouais, mais là, il est négatif, ton test. C'est pas ça. Fait que là, elle me classait tout le temps en santé mentale. Psychosomatique, anxiété, dépression, stress. Puis je dis, mais tu comprends pas, ça peut pas être ça. Je le sais que c'est pas ça. Mais elle dit, là, si je mets pas ça, je sais pas quoi te mettre. Mais je dis, mais c'est parce que c'est pas ça. Tu me mets là-dedans. Elle dit, bien, des fois, quand on est en dépression, on a ces sentiments-là. Puis je dis, non, tu comprends pas, c'est physique. Mais j'étais comme vraiment pendant 15 ans avec le même médecin je veux pas dire me battre physiquement, mais à argumenter, là, qu'il y a quelque chose d'autre. Entendre, dans le fond. Oui, je me sentais ça, pas entendu. Même si c'était super gentil, là. Mais je me sentais pas comme entendue. J'étais tout le temps comme, je dis, t'es pas dans la bonne direction. C'est pas ça, j'ai besoin. Je suis sûre, c'est pas ça. Parce que c'était comme, tu sais, c'était récurrent. Puis c'était comme, ça devenait quasiment, ben pas quasiment, ça devenait anxiogène que je dis, il faut encore que j'aille voir le médecin. Fait que là, je dis, encore rien à voir, tu sais. Puis pourtant, j'ai quelque chose, tu sais. Fait que ça a été longtemps comme ça pour plusieurs septembre, des picotements que j'avais, comme si c'était tout le temps le corps engourdi. Comme si, mettons, tu t'assois sur une jambe, là, tu dis ça fourmille. Les fourmis, oui. Mais j'avais tout le temps comme du fourmillement dans le corps. Des fois, c'est les mains, des fois, c'est les pieds. Comme faire du vélo, là, je pouvais jamais. Mes mains étaient toujours engourdies. Je pouvais pas freiner parce que je perdais mes sensations. Pour les pieds aussi, courir ou faire du vélo trop longtemps, bien, c'est soit les mains ou les pieds qui s'engourdissaient. J'avais aussi des douleurs partout, de la tête aux pieds, là. Même me lever d'une chaise, là, c'était comme ça se pouvait pas. J'en avais quasiment honte. Je voulais tout le temps me cacher. Puis il fallait que je pense dans ma tête, OK, il faut que je me lève, là. Parce que c'était douloureux dans toutes les articulations. Puis l'idée qu'il fallait que je me lève du sofa parce que je devais aller au sous-sol pour faire le lavage, là, bien, je pouvais rester une demi-heure assis de plus juste à penser qu'il faut que je me lève. Puis là, le fait de voir les marches, je ne serais jamais capable. Puis c'était tout le temps. Tout était devenu
un sur-effort. Mais c'était comme ça progressivement, parce que j'ai eu des périodes où j'ai fait des triathlons, puis j'ai fait des courses, là. Mais c'était comme dans les moments où, j'ai un petit bout que ça va bien, OK, on fait un petit rush, on fait quelque chose, mais c'était comme pas régulier assez pour me maintenir. Puis c'était très difficile sur l'estime de soi. Puis aussi, en parlant d'estime, dans ma situation, ce qui était difficile, c'est que moi, l'implant, j'en voulais pas. C'est comme si on me l'a imposé, me faisant croire que si t'as pas ça, ben ton intimité, c'est pas très bon. C'est moins féminine. Ouais, puis c'est pas très beau, là. Comme si tu avais besoin de ça, Julie, pour être normale, entre guillemets. Oui. Puis en plus, c'est que moi, j'étais très, très pudique, très, très gênée comme personne. Puis je me sentais, dans le fond, comme un imposteur, là, comme je me sentais une personne fausse. Parce que j'avais un faux sein. Fait que j'avais l'impression, chaque fois que je m'habillais, mon stress, mon angoisse, là, c'était, est-ce qu'on va voir que j'ai un faux sein? Est-ce qu'on va s'en rendre compte à travers mes vêtements? Puis quand c'est le temps de mettre un maillot de bain, on va-tu savoir que j'ai un vrai sein et un faux sein? Puis c'était un stress, là, permanent qui a fait comme partie de mon quotidien, chaque fois, jusqu'à temps que je l'enlève, puis que là, finalement, je me dis... Oh, enfin, je suis moi. Bien, parlons-en, parce que là, on parle beaucoup des symptômes, mais j'aimerais qu'on en vienne aussi du moment où tu as dit, OK, je vais spécialiser. Est-ce que tu as consulté un spécialiste? Est-ce que tu es allé ailleurs? Pour en venir au fait que, ben oui, l'implant mammaire a peut-être sa raison d'être là-dedans, puis on va le retirer, parce que je sais que tu as eu de l'explantation. Mais oui. Fait que, tu sais, avant qu'on passe avec toutes les autres, j'aimerais savoir, pour ton histoire personnelle à toi, tu t'es fait, toi, explanter, qu'on dit? Explanter. Oui. Le vrai terme, je crois que c'est un exérèse. Exérèse, je pense que c'est ça le terme médical. Mais le terme commun, c'est ça, c'est en quelle année? C'est en 2019. OK, que tu t'es fait retirer l'implant. Retirer l'implant. Mais tu avais vu un médecin à l'extérieur, que tu me dis... Oui. On s'était parlé, hein? Oui, c'est ça. Tu as vu un médecin à l'extérieur, puis c'est lui qui t'a... Parce qu'ici, il ne voulait pas te le faire, c'est ça? Non, mais le début de mon cheminement, dans le fond, c'est que j'étais extrêmement malade. J'étais invalide et alitée, comme j'ai dit. J'étais chez moi, donc j'avais plus d'emploi. Là, j'étais en arrêt de travail. Puis j'ai vu passer à la télévision une jeune fille qui faisait un témoignage. Grâce à son témoignage, c'est pour ça que maintenant j'en fais, parce que je me rends compte que ça a sauvé ma vie. Fait que là, d'après moi, je vais sauver quelqu'un là, aujourd'hui. Mais j'ai vu son témoignage, puis j'ai compris qu'il y avait une maladie qui était nommée la maladie des implants mammaires, puis qu'il y avait des symptômes. Puis ce témoignage-là amenait sur un autre documentaire qui avait dedans un médecin et un analyste chimiste qui analysait les implants mammaires. Et la chirurgienne était dedans aussi, qui était la pionnière des explantations. Fait que ça n'a pas été long. Aussitôt que j'ai vu ça, j'ai fait des recherches. Puis en dedans de 16 jours, j'avais 2 cartables de 4 pouces d'imprimés. Je m'étais mis là... à faire des recherches. Puis j'ai parlé personnellement avec le médecin c'est pas un médecin, c'est on appelle ça un docteur parce qu'il y a un doctorat, mais c'est un analyste chimiste. C'est le docteur Pierre Blais. Maintenant, il est à la retraite. Mais lui, quand il me parlait au téléphone, il m'a dit c'est presque impossible que tu sois vivante, tu devrais être décédée parce que l'implant que tu as a été retiré du marché. Il y a une grosse controverse dessus. Puis toutes les femmes de cette cohorte-là sont décédées. On parle d'un implant texturé. Oui, l'implant texturé. C'est l'implant texturé en gel de silicone avec du polyuréthane industriel. Le polyuréthane, c'est un produit qu'on met l'isolation dans les murs. Oui. Fait que là, ça, c'était un produit qui était hautement toxique. Puis là où je pourrais en venir avec ta question pour le médecin, c'est que lui, il m'a écrit des courriels, puis on s'est parlé. Puis dans son courriel, ça disait que c'était morbide, puis je devais suivre en oncologie. Puis j'ai amené tout ça à mon médecin, qui ça faisait 15 ans qu'elle me suivait, cyclement, là. Puis quand j'y ai donné le papier, ben, elle me l'a repoussé. Puis elle a dit, je connais pas ça. Bien, j'ai dit, madame, regardez encore. C'est écrit morbide, puis il faut que je voie un oncologue. Allez-vous m'aider? Elle a dit non, elle dit, ça se peut pas. Elle a dit, moi, j'ai des femmes qui ont ça. Puis quand le sein tombe sur le côté, quand je les ausculte, c'est pas grave, on rit de ça, puis on le replace. Bien, j'ai dit, non, je regrette. J'ai dit, c'est peut-être ça que j'ai pour vrai, parce que elle dit, mais t'es malade depuis tout le temps. Bien, j'ai dit, justement, ça fait 30 ans, j'ai ça. C'est peut-être ça qui me rend malade. Puis elle a refusé que j'aille aux États-Unis, parce que la chirurgienne, qui est la pionnière,
est aux États-Unis. Mais quand même, j'ai fait mes recherches pour le Québec. Puis en 2019, entre janvier et février, j'ai été voir 2 chirurgiens, 2 gynécologues, puis j'ai fait une résonance magnétique, une échographie. J'ai vu mon médecin, je pense, comme 4 ou 5 fois dans ces semaines-là. Et puis, j'ai vu aussi un autre spécialiste. Là, je pense que j'étais rendue à faire évaluer... je me souviens plus comment ça s'appelle. Oui, mais ça est brisé. Okay. Oui, elle est brisé, ça fait longtemps. Okay. Oui, ça a été brisé en 95. Ça aurait pu être dans ma liste que j'aurais pu dire à ce moment-là, parce que ça aussi, c'est un événement très particulier quand ils me l'ont annoncé, parce qu'ils ne trouvaient rien. Mais... j'ai oublié le nom, mais il fallait que je fasse vérifier quelque chose dans la gorge. Là. Bref, alors j'ai fait tout ça en quelques semaines, là, je pense que c'est 5-6 semaines, pour que finalement, on me dit au Québec, si tu n'as rien, on ne va rien faire pour toi. La RAMQ va probablement te payer, vu qu'ils te l'ont payé une fois, ils vont te le payer pour l'enlever. Tu n'es pas une urgence. Et puis, il a pris le dossier, puis il l'a mis sur un coin de table. Puis ça a pris 10 minutes son rendez-vous, puis il ne m'a pas ausculté. Fait que là, j'ai dit, ben ça ne vous tente pas comme de vérifier mes seins si j'ai une contraction capsulaire, parce que la contraction capsulaire fait partie aussi des symptômes qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a une capsule qui se fabrique autour de l'implant. Cette capsule-là, c'est ton corps qui crée ça, donc c'est un système immunitaire qui va fabriquer ta propre peau, ton propre tissu, qui va l'envelopper, ton implant. Puis si tu as une contraction, il y a des grades de 1 à 4. Puis quand tu as une contraction, ça veut dire qu'il se referme puis qu'il serre de plus en plus ton implant. Puis à force de le serrer, bien, tu as de plus en plus de douleurs et de symptômes. Ça peut déformer le sein aussi. Et même... ça fait mal. Oui, ça fait très mal, c'est ça. Fait que, en tout cas, il a fait tout ça, puis ils n'ont rien fait pour moi. Puis les résultats donnaient négatifs, tu n'as rien. Tu n'as pas de brisure, tes seins, ils sont parfaits, il n'y a pas d'écoulement, rien. Puis moi, j'ai dit, ben je m'en vais quand même aux États-Unis parce qu'à l'intérieur de, je pense, moins de 8 jours, quand j'ai contacté la clinique de Dr. Feng, qu'elle s'appelle, quand je l'ai contactée aux États-Unis, ils m'ont répondu, puis ont dit, on a vu ton dossier, parce que j'avais envoyé tout ce que j'avais, puis elle a dit, on te prend en cas d'urgence, on sait quel type d'implant que tu as, c'est une urgence, on va te prendre immédiatement, est-ce que tu es prête rapidement, dans 45 jours, on te prend. Puis j'ai dit oui. Je suis prête, je vais tout faire ce qu'il faut. J'étais prête à perdre ma maison, même à me rendre sur le bien-être social. Ça ne me dérangeait plus de tout perdre. J'ai dit, il faut que j'aille. Puis je me suis revirée de bord. J'étais en avion, tout ça. Je suis restée 9 nuits là-bas. Et puis, Dr. Feng, elle m'a clairement dit que si je n'avais pas été voir une personne qui a de l'expertise comme elle, ça ne veut pas dire que c'est juste elle, mais quelqu'un qui a de l'expertise, les morceaux de silicone seraient restés dans mon corps parce qu'il y en avait certains que c'était des granules. Quand c'est des granules, bien, c'est comme ça devient dur comme de la roche dans le fond, puis c'est des petits morceaux. Puis elle me fait passer une échographie. Puis la date de l'échographie versus l'échographie du Québec est, je crois qu'il y a moins de 5 ou 6 jours de différence. Puis eux, ils ont dit, oui, effectivement, vous avez plein de morceaux de silicone. Puis ils ont pris un marqueur spécial, là, de couleur mauve, je ne sais pas trop, indélébile. Puis là, le technicien, il m'en a mis partout où est-ce qu'il y en a. Puis il a dit, elle va vous opérer demain. Elle va enlever le plus qu'elle peut. Ça se peut qu'elle ne peut pas toutes les enlever parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas... les rejoindre en tant qu'opération. Donc, moi, j'en ai qui sont dans le corps. Je peux peut-être en avoir dans le cerveau, mais c'est certain que j'en ai sur le foie puis sur mes autres organes. Puis ça a probablement détruit la flore intestinale aussi, puisque c'est un problème qui reste chronique. Mais comme on n'a pas fait de test avant-après, ils ne veulent pas dire « c'est ça ton problème ». Mais si je pense dans ma vie, avant mes 17 ans, j'avais pas de problème avec mon intestin. Fait que je me dis, ben ça doit être un lien qui va ensemble. Mais bref, c'est que moi, ce qui était ma question quand je suis revenue, que j'étais comme en état de choc, là, pratiquement, c'est comme un traumatisme, là, de dire, ben comment ça se fait que je fais tous les tests, on me dit j'ai rien, puis là, je m'en vais là, je fais la même machine, là, une échographie, c'est une échographie. Ah, fait que là, mon questionnement était, est-ce que c'est la technologie qui est plus avancée là-bas. Avancée, ou si c'est le technicien qui a une formation
qui fait qu'il sait qu'est-ce qu'il cherche. Fait que là, ça, j'ai pas cette réponse-là encore. Tu sais, j'aimerais ça l'avoir parce que un ou l'autre, de toute façon, ça devrait être corrigé. Mais rendu Dans le là, fond, c'est toi, possible. aux États-Unis, c'est pas là qu'ils t'ont explanté. Oui. OK, là, Oui. ils t'ont enlevé carrément Oui. tout ce qu'il y avait comme implant. Là. Oui, puis ce qu'il y a d'intéressant dans la situation, c'est que vous vous souvenez que quand j'ai dit tantôt, en 1988, il fallait qu'elle m'enlève l'implant brisé, puis qu'elle m'a dit, j'ai tout enlevé, tout est beau. Puis là, elle m'en a remis un autre. Mais l'autre qu'elle m'a remis en 89, là, il n'est pas brisé, celui-là. Mais moi, ce qu'elle a enlevé, c'est des morceaux brisés. Fait que c'est des morceaux probablement qui restaient de 1988. Oui, mais dans le rapport du médecin de 88, c'est que tout est enlevé, qu'il ne reste plus rien, là. Mais je comprends pas. C'est-tu parce que elle pense qu'elle a tout enlevé, puis qu'elle ne l'a pas enlevé? Elle a-tu menti, tu sais? Là, c'est comme toutes des choses comme un peu, comme, je ne veux pas dire nébuleuses, là, mais que tu restes avec des questions. Reste sans réponse. Des Sans questions réponse. sans réponse. Ouais, des questions sans réponse. Puis en plus, c'est qu'il y avait 2 capsules et non pas une. Bien, tu l'as enlevé la capsule ou tu l'as pas enlevé? Tu sais, toi, tu marques dans le rapport que tu l'as enlevé. Bien, tu l'as enlevé pour vrai? Parce que moi, on en a trouvé 2 capsules. Je suis pas supposée en avoir 2 maintenant, là. Fait que c'est toutes des questions que tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Fait que depuis 2019, tu vas mieux. c'est ça que j'allais dire. Depuis 2019, Tout ben, va ça- bien. oui, je suis sortie de l'opération, puis toute la tension que j'avais dans la colonne vertébrale, puis les douleurs extrêmes qui m'empêchaient de me lever, puis que le coccyx était tout le temps serré comme ça. J'ai passé des années complètes avec une tension. Je me suis levée, j'avais plus rien. C'est la première chose que j'ai dit à l'infirmière sur le lit. J'ai dit, hein, je sens pas rien dans mes fesses, mon coccyx est correct. Je dis, voyons, ça se peut pas. Puis là, je me suis levée, puis j'étais capable de bouger le cou, parce que quand je suis arrivée là, je pouvais pas tourner le cou, je pouvais pas faire mes angles morts dans l'auto. Là, je pouvais tourner, je pouvais bouger. Puis quand je suis arrivée là, mettons, pour toucher tes pieds, tu sais, quand tu veux te pencher, bien, mes mains, là, ils s'arrêtaient à la hauteur à peine des genoux. J'étais bloquée, je pouvais plus descendre. Puis là, quand je suis sortie de l'opération, je me suis penchée, toucher mes pieds. Bien, ça, c'est quasiment un 20 pouces, là. C'est beaucoup. Fait qu'est-ce que tu dirais que la majorité de tes symptômes ils ont disparu ou quasi disparu suite à ton Alors, explantation? Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait un dossier Excel pour toutes les mettre dedans. Mais effectivement, mettons sur à peu près 80 symptômes que j'avais, là, si on peut faire un chiffron, là, mais il en reste comme le trouble du sommeil, qui n'est pas l'apnée, parce que mon apnée est disparue. Fait que ça, je ne l'ai pas. Mes problèmes auditifs, ils sont améliorés. Et celle de gauche, elle reste celle de droite, je veux dire, elle reste tout le temps plus faible. Puis le trouble du sommeil qui reste, c'est la partie où on fait une réparation, un sommeil réparateur. Ça, c'est encore difficile. Mais sinon, toutes les autres, là, les sueurs nocturnes, le mouvement involontaire, les réveils dans la nuit, tous ces genres de troubles de sommeil-là, dont l'apnée qui m'empêchait de dormir, que je me réveillais à peu près aux 2 minutes. Puis ça, c'est quand j'ai fait le test parce que j'avais un bon sommeil. Elle dit non, elle dit, vous avez vraiment un mauvais sommeil. Vous vous réveillez aux 2 minutes. J'ai dit, mais en tout cas, pour moi, c'est bon. Fait que c'est pour moi que c'était probablement pire d'autres journées où ce que je faisais mes nuits moins bonnes. Mais tout ça, c'est toute partie. Puis, tu sais, pour faire comprendre vraiment la maladie de l'implant mammaire, on sait que, comme je disais d'emblée tantôt, cette maladie-là est encore méconnue. Hein? C'est une maladie, en fait, où le diagnostic n'est pas... Ben, en fait, c'est pas un diagnostic qui est reconnu par la communauté scientifique à ce jour. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'on entend parler, mais moi, je dirais pour ma part, plus dans les 2-3 dernières années. Là. Pourrais-tu expliquer, si on veut expliquer c'est quoi la maladie de l'implant mammaire, est-ce que tu peux expliquer d'une façon plus concise, là, à part les symptômes, c'est une maladie qui est reliée à des symptômes, parce que c'est pas une maladie qui est un diagnostic précis, fait que, mais si quelqu'un veut savoir si ça pourrait être potentiellement ça, la maladie de l'implant mammaire, c'est vraiment... Un ensemble de symptômes. C'est un ensemble de symptômes. C'est ça. OK. Oui, parce qu'effectivement, c'est pas encore reconnu, mais c'est en processus de l'être. Là. L'autre fois, j'avais vu un vidéo passer d'un chirurgien, là, puis il disait que c'était en processus de l'être, puis lui avait nommé un autre nom que maladie des implants mammaires, mais c'est en processus de l'être. C'est un ensemble de symptômes qui est regroupé, puis celui-là qui est comme, mettons, reconnu, c'est le syndrome ASIA. ASIA, c'est A-S-I-A, qui est le
Attends, je vais peut-être juste le lire pour être sûre, parce que c'est auto-inflammatoire. Là, j'aurais dû me le surligner en rouge. Attendez, je vais juste me le retrouver. Ça vous dérange pas que je cherche un petit peu? Mais c'est auto-inflammatoire induit par les adjuvants reliés aux implants mammaires. Puis, entre autres, là, je ne l'ai peut-être pas dit correctement, là, mais on va l'écrire sur le site. Là. Mais je l'ai, là. Entre autres, c'est le silicone qui cause ça, qui est comme, mettons, l'adjuvant principal, si on veut dire. Là. C'est sûr, je vulgarise là, pour qu'on comprenne bien. Puis ça fait un perturbateur du système endocrinien puis du système immunitaire. Puis quand le système immunitaire est affecté, bien, il touche l'ensemble de symptômes. C'est ce qui fait que, tantôt, je disais, bien, il faut voir un ensemble de symptômes pour être capable de dire, bien, étant donné que tu as à peu près tout ça, puis qu'on ne l'identifie pas à une maladie particulière, ça devrait amener à dire, bien, c'est probablement les implants qui causent cet ensemble-là. Moi, j'ai été me faire diagnostiquer par cette maladie parce que Dr. Blais, qui a fait l'analyse de ma prothèse, et Dr. Feng, qui a fait mon explantation, a clairement dit que c'était probablement la maladie Asia que j'avais. Puis la maladie Asia, c'est comme un autre mot pour dire la maladie des implants mammaires. Mais je dis ça, mais c'est sous toute réserve, là, parce que la maladie Asia peut aussi être liée à d'autres maladies qui ont des adjuvants qui causent des symptômes. Okay? Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été en Alberta parce que j'ai pas trouvé, dans le fond, de chirurgien au Québec, puis j'ai pas trouvé de médecin au Québec, puis j'ai pas trouvé de rhumatologue au Québec qui peut faire le diagnostic de la maladie Asia. Pour faire ce diagnostic-là, il faut que tu sois un rhumatologue, parce que le rhumatologue s'occupe du système immunitaire. Puis j'ai été en Alberta voir un docteur qui s'appelle Jean-William Cohen Turverette. Je ne sais pas si je le prononce très bien, là. Mais fait que j'ai été le voir lui, puis c'était très long, ça quasiment 3h30 dans son bureau, avec je ne sais pas combien de questionnaires, c'était tellement long. Puis même après que je l'ai vu, il fallait que je continue à faire des questionnaires. Puis les prises de sang, là, je pourrais même te donner une photo si tu veux, là, mais c'est plein de tubes, là. C'est pas comme ici, juste un ou deux tubes, là. J'en avais vraiment plein, puis des rayons X aussi. En tout cas, je fais de la panoplie pour finalement avoir le diagnostic. Ce qui fait que quand tu as le diagnostic, lui, ce qu'il dit, c'est que malheureusement, il n'y a pas de traitement parce que ça touche plein de facteurs, plein de symptômes, mais il peut trouver des solutions temporaires pour aider les personnes lorsqu'elles restent avec des symptômes, mettons, de douleur chronique. Moi, je suis chanceuse, là, j'en ai plus. Mais sinon, il va donner des médicaments pour ça. Fait que dans ma situation, c'était que je devais rehausser toutes les multivitamines, entre autres la vitamine D3, et puis de la mélatonine pour essayer de réguler la partie du sommeil qui était difficile. Puis la vitamine D3, ici au Québec, il n'y a aucun médecin qui a voulu suivre ce que lui disait. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il devrait le suivre, puisque c'est un médecin, il me l'a mis, là. Mais ici, on dit que tu ne peux pas prendre plus que 10 000 unités par semaine de cette vitamine-là, parce que ça peut causer des effets secondaires, je crois, avec le calcium ou des trucs comme ça. Mais lui, il dit que dans ma situation, puis là, c'est bien important de comprendre que c'est du cas par cas, donc prenez pas pour acquis que c'est ça que vous faisiez, là. Fait que c'est important. Que dans ma situation, moi, c'était 10 000 par jour. Fait que là, ça m'en fait, tu sais, 70 000 par semaine. Puis quand je fais ma prise de sang, que j'ai faite même récemment, là, je pense que ça fait un mois ou deux, je l'ai fait, malgré la quantité extrême que je prends de vitamines, bien, si, mettons, la vitamine, là, je donne un chiffre complètement par rapport entre 0 et 100, là, qu'il faut que tu sois dedans, bien, je reste quand même dans la moyenne faible. Okay. Fait que ce qui veut dire que... Donc, on a besoin. Il y en a besoin, mais je crois que c'est vraiment la paroi intestinale qui les ou avec l'intestin, le petit intestin, le gros intestin. Là, je suis en train de plus étudier cette partie-là avec un médecin, que c'est peut-être ça qui est comme, mettons, brisé, en dysfonction, qui fait que je ne vais pas l'absorber, ça s'élimine. Donc, même si j'en prends une grande quantité, ça ne va pas m'occasionner, mettons, un problème de calcium comme quelqu'un qui n'aurait pas ce problème-là. C'est pour ça que c'est important
On peut pas dire, elle a fait ça, je fais ça. Non. Non. Là, il faut qu'on soit suivi, là. Fait que ça, c'est important. Puis c'est la même chose pour les vitamines B, le complexe de vitamine B. J'en prends une super dose aussi. Puis je reste tout le temps dans la moyenne faible. Puis des fois, c'est presque comme en bas de la ligne. Fait que il y a comme une problématique avec ça. Puis c'est ce qui me revenait à dire, oui, mais mon médecin que j'avais depuis 15 ans, là, j'y avais dit plein de fois, vérifie mon sang, il y a quelque chose qui va pas. Puis c'était pas dans cette direction-là qu'elle allait. Puis elle aurait peut-être dû, parce que effectivement, là, c'est ce qu'on se rend compte que c'est. De mon côté, Julie, comme tu sais, moi, j'ai eu à faire la reconstruction mammaire, puis j'ai choisi l'option par implant. Mais j'avais quand même cette question-là derrière la tête parce qu'on en entendait parler, tout ça. J'avais posé la question à mon médecin. Il avait su me rassurer aussi, tu sais, sans dire que ça n'existait pas, mais que c'était pas des études scientifiques qui le concluaient ou quoi que ce soit. J'avais pris cette option-là parce que pour moi, c'était la meilleure à ce moment-là. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, là, justement, qui ont ces choix-là à faire? Parce que des fois, après le cancer, il y a plusieurs types de reconstruction. Puis selon toi, qu'est-ce qui serait à plus évaluer de près, dans le fond, là, si on commence à avoir certains symptômes ou certains doutes ou quoi que ce soit par rapport à ça? C'est une excellente question. Puis effectivement, c'est une grande réflexion quand les femmes qui sont atteintes de cancer doivent réfléchir quel genre de reconstruction elles veulent. Puis je tiens à dire que la reconstruction à plat existe, puis que la reconstruction à plat est une reconstruction qui est reconnue pour être esthétiquement bien réussie, dans le sens que on ne laisse pas de la chair supplémentaire, que la cicatrice, elle est bien terminée, elle est bien finie pour que la femme ait un sentiment d'avoir un esthétique beau. Bien, c'est pour ça que c'est la reconstruction à plat qu'on appelle, non pas juste une reconstruction où est-ce que le médecin va dire, bien, je vais enlever une partie puis je vais laisser ça comme ça, sans penser au côté esthétique du sein qui reste ou du pas de sein qui reste, là. Puis quand c'est pour une reconstruction avec implant mammaire, j'ai des femmes avec qui je parle régulièrement à travers le monde. Puis, il y a une femme particulièrement, elle m'a raconté son histoire, puis elle a dit que elle était trop hésitante, puis elle n'avait pas aimé la pression qu'on lui faisait, qu'elle devait réfléchir rapidement à sa décision puis à son choix, sous prétexte que la chirurgie, en étant sous anesthésie, on ferait des 2 chirurgies en même temps. Une que c'est l'oncologue qui traite le cancer à enlever, puis le chirurgien esthétique qui vient pour préparer le corps, soit avec l'expandeur ou directement avec une prothèse, selon comment le sein est En fait, après. chirurgien plasticien. Oui, c'est ça. Oui, merci. Juste spécifier pour être sûr qu'on a les bons, les bons termes. Les bons termes, merci. Oui. Puis elle avait dit qu'elle n'avait pas aimé cette pression-là. Puis elle avait dû, mais c'est pas la seule, là, j'en entends plusieurs histoires, puis elle avait dû comme, pas se battre, mais vraiment argumenter pour dire, j'aimerais plus de temps pour réfléchir. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose qui devrait exister, qu'on donne le temps à quelqu'un de réfléchir. Puis elle, finalement, elle a dit, bien, étant donné la pression, je vais juste faire une chirurgie, puis je penserai après si je veux faire la reconstruction, puis je retournerai en chirurgie pour ça. Puis finalement, son histoire, c'était qu'elle a dit, j'ai bien fait parce que j'ai trouvé que finalement, j'étais bien comme j'étais, puis j'ai pas fait avec la reconstruction, avec les prothèses. Puis l'autre aspect, c'était que la prothèse elle-même, comme on en parle depuis tantôt, toutes les formes, tous les types de prothèses, dans le fond, peuvent occasionner des symptômes de la maladie des implants parmi tous les choix. Celle qui est la plus connue, là, tantôt, tu m'en as demandé une liste, elle est ici, j'en ai une, mais vous pouvez la télécharger facilement. C'est environ une 60aine de symptômes. Fait que ce que je dirais aux femmes, c'est que d'abord, assurez-vous que vous avez un bilan de santé avant, puis de savoir est-ce que l'implant qu'on va vous poser, c'est lequel, parce que les implants texturés peuvent occasionner un autre type de cancer, qui est le cancer LAGC-AIM, qui est un lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires, même s'il est encore considéré rare.
il existe quand même. Ils n'ont pas été retirés, ces implants-là? Depuis 2019? Mais c'est pas partout, c'est ça qu'il faut s'informer. OK, parce qu'ici, au Québec... oui, parce que moi, c'est complètement autre chose là, qu'on m'a mis, mais on avait parlé quand même de cette catégorie-là. De ce type d'implant-là. Fait qu'il y a comme le texturé. Le texturé, dans le fond, c'est la surface externe de l'implant. Puis la plupart du temps, ils veulent utiliser le texturé principalement après le cancer parce que comme la femme a pas beaucoup de tissu, ils disent que l'implant texturé, vu qu'il y a c'est comme un peu un papier sablé dans le fond, fait qu'il va s'agripper plus au tissu de la peau. Donc, il va moins bouger puis il va moins se déplacer. C'est ce qu'on a entendu Fait que ça se ferait encore ailleurs. Dans le Canada, mettons. Ça pourrait se faire. Okay. Fait que c'est important que la femme pose la question lequel vous allez poser. Puis, une fois que vous le savez, de prendre l'initiative d'aller chercher, est-ce qu'il y a des rappels sur l'implant? Parce que des fois, on s'en rend pas compte, puis il y a un rappel, mais il faut le savoir qu'il y a un rappel. Puis, est-ce que votre nom à vous, il va être mis sur une liste de rappels? Puis est-ce que si vous changez de téléphone ou d'adresse, est-ce que vous allez pouvoir vous en souvenir qu'il faut que vous redonnez vos coordonnées? Puis est-ce que la compagnie ou Santé Canada vont pouvoir vous contacter? Parce que comme on se rappelle, en 2019, il y avait eu un rappel pour les allerganes, pour les texturés d'allerganes. Oui, puis il y avait aussi un rappel que Santé Canada avait envoyé, je crois, comme mettons, on fait chiffron, là, 7500 lettres aux femmes qui ont des implants texturés ou en silicone. Mais je pense que c'est le texturé. Le texturé. Bon, bien, moi, mon nom est supposé être dedans, là. Mais je ne l'ai jamais eu, cette lettre-là. Et pourtant, moi, mes adresses sont toujours changées, là. Puis je les ai tout le temps. Puis le gouvernement me communique à chaque fois, à chaque année, là, chez moi. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas envoyé ma lettre pour me dire votre implant texturé, il faut que vous le faisiez vérifier? Fait que, tu sais, il y a des données qui peuvent se perdre. Fait que c'est important que la femme qui veut aller vers le processus d'avoir une reconstruction avec implant, qu'elle soit juste au courant. J'ai des démarches à faire pour prendre sa santé en main puis prendre la connaissance des symptômes. Fait que si elle a la liste de symptômes à cocher, c'est facile. On la regarde, on coche, puis on peut voir est-ce que j'ai des symptômes avant ou après. Puis ensuite, tu peux les comparer. Fait que de savoir aussi que dans les compagnies comme ici, là, si j'ai Natrel, puis j'ai Mentor, mais il y en a plein d'autres, là. Lorsqu'on lit les documents, d'abord, de vous assurer que vous recevez la brochure. Des fois, les brochures ont 60 pages. Là. Oui. De s'assurer que vous avez la brochure, puis de s'assurer que vous l'avez lue pour bien comprendre que dedans, ils vont aussi vous mentionner qu'il y a des contre-indications avec des maladies. Si vous en avez avant, bien, vous avez peut-être des contre-indications, puis vous ne pouvez pas mettre d'implant. Et il y a aussi de l'information qui dit que si vous avez des implants, vous ne pouvez pas avoir de la radiothérapie et de la chimio. Bien, ça, c'est important de le savoir. Bien, fait que c'est bon que on vous donne toute l'information pour que vous puissiez faire un choix éclairé pour savoir dans quoi je m'embarque. Puis l'autre aspect que des fois, on oublie de penser à ce moment-là, c'est que lorsqu'on s'engage avec des implants mammaires, puis qu'on a surtout une reconstruction, parce qu'il y a des tissus qui sont des fois enlevés ou complètement enlevés, il ne reste plus grand-chose, mais c'est important de savoir qu'il se peut que lorsque vous développez des symptômes, il se peut qu'on vous dise, bien, on ne peut pas retirer vos implants parce qu'il y a trop de complications au point de vue de votre poitrine. On n'a plus assez ce qu'il faut pour retirer. Puis si on retire, il y a des risques trop grands à la chirurgie. Donc, vous devez rester avec. Bien, ça, c'est important que la femme le sache. Ah, OK, il peut y avoir des complications. Bon, est-ce que j'ai assez de tissu? Est-ce qu'il n'y en a pas assez pour qu'elle se pose des questions sur qu'est-ce qui me reste de ma poitrine avant qu'on me place un implant? Puis avec ce qui reste, est-ce qu'il y a possibilité de les enlever plus tard si je change d'idée ou si je développe des complications? Puis de savoir que parmi les symptômes, il y en a qui peuvent devenir chroniques. Puis il y en a qui peuvent devenir permanents. Comme moi, la thyroïde, là, est finie, là, c'est à vie, ça ne se réparera pas. Puis c'est pas comme banaliser, ah, c'est pas grave, c'est juste la thyroïde. Sais-tu combien il y a de femmes qui ont un problème de thyroïde? Ouais, mais savez-vous que les problèmes de thyroïde, là, on peut sortir aussi une grande liste que ça fait dans le corps, puis que ça l'incommode la femme dans son quotidien. Fait que c'est important de savoir que ça peut être aussi un engagement, bien pas un engagement, mais un risque à prendre. Puis c'est à chaque personne de réfléchir
sur quels sont les risques que je veux prendre, oui ou non. Et de savoir que les implants qui sont texturés devront être changés environ aux 8 à 10 ans, mais les implants salins peuvent être changés aux 6 à 8 ans parce qu'ils se désagrègent plus vite selon les informations que j'ai recueillies. Et ceux en silicone non texturé? Oui, mais autant salin que texturé, parce que le salin, c'est l'intérieur, puis le texturé, c'est l'extérieur. Puis le gel de silicone est à l'intérieur, mais le gel de silicone peut être dans un implant texturé, mais peut être aussi dans un implant lisse. Non, c'est ça, non texturé. Mais je veux dire, c'est le même. C'est ça que je voulais dire dans le texturé. Tu disais tu disais une dizaine d'années. 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Oui, pour ceux qui sont texturés. C'est ça. Mais ça, mettons, on prend un silicone non texturé. Est-ce que c'est le même temps? Ou? Non, c'est ça, il est un peu plus petit. Je crois que c'est 8 à 10 ans. Je vais le redire pour qu'on soit clair. Oui, parce qu'il y a les texturés silicones, il y a les silicones non texturés lisses et il y a les salins. C'est ça. Donc, c'est peut-être que je n'ai pas entendu bien que tu as dit non texturé. Oui. Alors, oui, il y a les surfaces texturées. Oui. Qui peuvent être changées aux 8 à 10 ans. OK. Puis il y a les surfaces lisses qui sont à 6 à 8 ans. OK. L'intérieur de ces deux-là peuvent être en salin ou en gel de silicone. Exact. OK. Puis là, il y a différentes textures de gel, comme le cohésif ou pas, ou comme moi, j'avais du polyuréthane. Là, il y en a différentes textures. Puis dans le salin, il y a comme aussi un produit dedans, là, que je ne sais pas le nom, mais que j'ai oublié plutôt. Je ne devrais pas dire que je ne sais pas, mais que j'ai oublié, mais que c'est dedans. Puis les deux doivent être changés. Donc, si on s'engage dans une reconstruction avec prothèse mammaire, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on s'engage aussi à passer sous l'anesthésie régulièrement à ces nombres d'années-là. Puis ensuite, c'est de se demander jusqu'à combien d'années j'ai envie de passer avec une chirurgie pour refaire ça. Est-ce que vous calculez l'âge que vous avez versus l'âge que vous pensez vouloir arrêter, puis essayer de voir, je vais en faire combien de chirurgies. Ça, c'est une réflexion aussi qui est intéressante à faire. Et puis, lorsque, mettons, je dis, ça ne me dérange pas, je vais garder ça, puis après 5 chirurgies, je vais arrêter. Je vais être rendue, mettons, à 68 ans. Là, ça va être assez. Je vais dire, j'arrête. Mais est-ce que vous avez pensé que le nombre d'années à refaire ça l'affecte le corps d'une autre façon aussi? Et puis, lorsque vous allez les enlever, il se pourrait que là, votre forme de sein, qui aurait pu être d'une certaine façon au début, ne sera plus la même. Fait que ça aussi, c'est à y penser. Puis surtout de garder en tête que est-ce qu'il y aura possibilité de les enlever si ça peut être enlevable ou pas? Parce que moi, je connais quelques dames, en particulier une que j'ai vraiment dans mon cœur, là. Elle ne peut plus les enlever. Elle reste prise avec ça à vie, puis elle est extrêmement souffrante et malade, mais on ne peut pas rien faire pour ça, c'est à voir avec le médecin. De toute Ouais, façon, c'est hors de notre contrôle. C'est vraiment le médecin qui va être capable. C'est important d'avoir plusieurs réflexions avant de faire la décision. Bien, comme dans toute décision. Ben oui, c'est de l'information intéressante. J'ai, de mon côté, le chirurgien m'avait vraiment tout bien expliqué ça. Quand je te dis qu'il m'avait rassuré, là, c'est par rapport à ça. Je sais que les miens, c'est en cohésif, puis que je peux les garder au moins 20 ans. Donc, la prochaine chirurgie est à 65 ans. Fait qu'on verra rendu là ce que je déciderai. Puis, comme tu disais tantôt, là, j'ai eu le certificat, le numéro de série, blablabla. Là, vraiment, il donne un kit là, pour sortir de l'hôpital, là, pour savoir ce que tu as dans ton corps. Fait que je trouvais que c'était quand même bien informé. J'étais chanceuse, peut-être, je sais pas, mais pour moi, c'était important. Mais de ton côté, tu sembles beaucoup être informée. Julie, combien qu'il y a eu de personnes comme toi qui ont eu attrait là, avec la maladie de l'implant, là, mettons, au cours des 10 dernières années? Tu avais peut-être une petite statistique pour nous là, par rapport à ça? Non, malheureusement, j'ai pas de statistique comme officielle parce qu'on n'a pas de registre. Il n'y en a pas au Canada, mais en France, il y en a un. Fait que là, il faudrait peut-être que je fasse une recherche là-dessus si ça vous intéresse. Mais en ce moment, on n'en a pas. C'est sûr qu'on milite pour ça. On espère que ça va s'en venir prochainement. Mais présentement, on n'en a pas. Et puis, ce que je tenais à dire sur ça, c'est même si on n'a pas de statistiques, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a plusieurs groupes de femmes qui se réunissent, dans le fond, sur les réseaux sociaux ou en personne, puis qui ont des difficultés avec les implants mammaires.
puis elles se parlent entre elles, puis on se rend compte que la liste qu'on a sortie, qui est une 60aine, mais je sais qu'elle va plus haute que ça parce qu'il y a certaines recherches qui vont dire que ça peut aller jusqu'à 100 symptômes. Bon, mettons, on fait notre moyenne de 60, là, mais les femmes parlent entre elles. Fait que si on est des centaines de femmes qui se réunissent puis qui parlent de ça, ça veut pas dire que parce que tu n'as pas de registre que c'est pas réaliste, que c'est pas réel. Non, c'est ça. Fait que c'est ça la problématique. Puis l'autre problématique, c'est que je me disais, selon ma perception, il y a comme un manque, je pense, d'engagement de la part de la pharmaceutique ou des gouvernements de vouloir agir parce que le bassin de femmes, là, il est là, il existe. C'est des millions de femmes à travers le monde qui ont des prothèses mammaires, peu importe la décision pour laquelle elles en ont eu. Mais les femmes sont déjà tous là. Mais donc, allez en chercher, puis faites des recherches avec elles. Depuis quand? Puis faites des statistiques avec elles. Puis encore mieux, ce qu'on demande, nous, c'est justement un bilan de santé avant la pose d'implant, puis un suivi tout au long de la vie, si on veut dire, d'implants, mais plutôt tout au long que la femme possède des implants, d'avoir un suivi et d'avoir des symptômes qui sont notés et répertoriés, parce que c'est facile de l'avoir. Mais je pense que c'est vraiment un manque d'engagement de le faire, parce que tout est là pour le faire. Mais il suffirait de le faire pour que les statistiques, finalement, arrivent, puis que le registre soit là, puis qu'on puisse voir un vrai suivi de ça. Puis ça, c'est ce que j'observe dans tout ce qu'on... Mais tu vois, moi, de mon côté, ça fait quand même au-dessus de 13 ans là, que je côtoie des médecins, puis que j'ai vu au fil des dernières années... oui, bien c'est ça, je discute avec eux, puis je te dirais que depuis les 2 dernières années, parce qu'il y a beaucoup de sorties publiques sur ce type de maladie-là, et j'en ai discuté avec certains, puis ce qui en est ressorti vraiment, puis ce que la majorité me disait, c'était que dans les 10 dernières années, il y a quand même eu plusieurs études scientifiques réelles et des études sérieuses qui ont été faites sur les implants mammaires. Mais ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de problématiques ou de problèmes de santé reliés aux implants mammaires dans toutes les études qu'ils ont fait. Et par contre, ce qu'il me disait, c'est que ce qui a été clarifié, c'est ce qu'on parlait tantôt là, en 2019 par rapport aux prothèses texturées. Là, ils ont vu que pour certaines, ça avait développé ce que tu parlais tantôt, Julie, le lymphome anaplasique, qui est en quelque sorte, c'est des cellules atypiques là, qui se forment autour de la cicatrice alentour là, de l'implant mammaire, si je peux le spécifier comme ça grossièrement. Je n'ai pas pris les termes scientifiques. Puis, ils ont réagi là, face à ça. Ils ont eu... mais c'est ça qu'ils disaient, il y a eu plusieurs quand même études, puis qu'il n'y a rien qui en est ressorti vraiment. Ma question est, est-ce que tu crois que le fait qu'il y a moins d'informations, qu'il n'y a pas eu, mettons, il y a eu des études là-dessus, mais qu'il n'y a pas eu des études spécifiques sur plusieurs bassins de femmes, est-ce que ça peut faire en sorte que les symptômes potentiels reliés à ça ne soient pas détectés ou ne soient pas visualisés par les médecins? Bien, je pourrais te dire qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de recherche. Il y en a des centaines et des centaines. Là, juste Dr. Cohen Turveret, là, lui a fait plein de recherches. Puis Dr. Feng aussi en a. C'est présenté aussi à même leur propre colloque, là, mettons, chirurgien plasticien, tout ça. Puis il y en a beaucoup. Puis j'ai participé aussi à plusieurs recherches. Donc, des recherches, il y en a. Des résultats, il y en a. Ils peuvent être biaisés. Puis dans le sens que selon qui va payer la recherche. Fait que si c'est sûr, si c'est un côté pharmaceutique, puis que c'est un côté avec un fabricant, bien, il ne faudra peut-être pas que son résultat soit négatif. Fait qu'il y a des dans les recherches qui ont été, des investigations qui ont été faites, on a vu qu'il y a des documents qui ont été falsifiés ou qui ont été retirés pour être certaine que les résultats apparaissent de telle façon. Mettons, la recherche commence avec, mettons, je donne un chiffre, là, 1000 femmes. Bien, à la fin, bien, il reste peut-être 300 femmes. Bien, où sont les autres femmes? Fait que ton résultat que tu amènes n'est pas avec le début de ce que tu as fait avec 1000 femmes. Là, tu en as 300, sont où les autres? C'est comme s'ils ont été écartés, pas comme si. Elles ont été écartées si elles avaient des symptômes qui faisaient que le résultat pourrait arriver sur
un aspect plutôt qu'un autre dans la recherche de ce qu'ils voulaient faire. Ça, c'est ce qu'on a eu comme investigation dans nos recherches et les lectures qu'on fait. Mais si on va par la FDA, qui est le Food Drug Administration, qui est aux États-Unis, qui habituellement, je ne veux pas dire que c'est eux qui dominent, là, c'est vraiment pas le terme qu'il faut que j'utilise, là, mais dans le sens que... Ils ont un impact. Ils ont un impact, c'est ça. Merci beaucoup. Ils ont un impact, puis ils sont des fois un petit peu en avance par rapport à Santé Canada. Puis habituellement, Santé Canada va suivre après. Ouais. Mais celui-là qui est comme en avant d'eux, c'est ceux qui sont en France ou ceux qui sont en Angleterre. Eux ont des recherches aussi très, très bonnes, puis vraiment efficaces. Puis là, ça finit par se suivre un petit peu partout. Mais la feuille que j'ai ici, ça fait partie de la FDA. Puis le tableau 1, qui est pour les symptômes, ici, le tableau 1 dit que il y a environ 10 symptômes qui sont systémiques et courants par rapport à la maladie des implants mammaires. Celui-là a fait sur 9458 rapports qui ont été retenus. Donc, qui ont été reconnus par la FDA. Puis, dans les symptômes, on a la fatigue, la douleur articulaire, l'anxiété, le brouillard cérébral, les maladies auto-immunes, la chute de cheveux, la dépression, les éruptions cutanées, les maux de tête, la perte ou la prise de poids. Ensuite, dans l'autre tableau, qui est l'annexe A, qui est aussi pour la maladie des implants mammaires, là, ici, là, il y en a vraiment plus. Là, je pense qu'il y en a au moins une soixantaine qui sont énumérés. Fait que tout ça, c'est déjà reconnu. Fait que ceux-là, ils sont reconnus. C'est juste qu'ils n'ont pas le petit, je ne sais pas si ça s'appelle un DM, il n'y a pas le petit code de maladie. Mais ils sont quand même, des symptômes sont reconnus. Mais là, la problématique qu'on se rend compte, c'est que même s'ils le reconnaissent, puis qu'ils envoient l'information ne semble pas assez massive pour se rendre directement à chaque médecin ou à chaque chirurgien. Puis encore là, ce sont souvent, lorsque la FDA fait des informations, souvent c'est volontaire. Donc, c'est pas obligatoire. Puis c'est là où que nous, on milite pour dire, arrêtez de dire que c'est volontaire, là, obligez-le. Là, ça serait différent. Ça serait une obligation que quand tu rentres dans le bureau d'un chirurgien, la liste est là, les informations sont claires, puis c'est un consentement signé. En ce moment, c'est juste volontaire. La même chose pour les symptômes ne sont pas assez connus. Fait que dans le fond, si je peux profiter du podcast, c'est que s'il y a des professionnels de santé qui écoutent ou des personnes qui ont un bon lien avec leurs professionnels de santé, de me rejoindre parce qu'avec le JPAC, nous, on a besoin de former une équipe. Il y en a déjà aux États-Unis puis ailleurs, mais j'en voudrais une aussi au Québec, là, puis au Canada. Fait que j'ai besoin d'infirmières, j'ai besoin de dermatologues, de rhumatologues, de spécialistes pour les endocrinologues, pour la glande thyroïde, puis plein d'autres médecins de toutes sortes, s'ils peuvent me contacter pour qu'on puisse les mettre dans l'équipe avec les autres médecins, parce qu'au mois de novembre qui s'en vient, c'est à chaque 2 ans, c'est avant, c'était j'ai oublié le terme, excusez-moi, j'ai comme un petit blanc de mémoire, mais là, ils ont changé pour le symposium de l'éducation sur les implants mammaires. Puis c'est tous des professionnels et des chercheurs qui, eux, justement, étudient la problématique, puis ils vont tous se regrouper comme un colloque. Dans le fond, ils se regroupent, sauf que là, cette fois-ci, c'est virtuel, puis c'est des webinaires. Puis là, cette fois-ci, ça dure 2 jours. Puis les professionnels sont tous invités à s'enregistrer puis à aller écouter ça pour en apprendre davantage, pour connaître ça. Puis s'ils veulent développer l'intérêt, puis vouloir joindre l'équipe, puis vouloir par eux-mêmes développer des recherches ou apprendre davantage, puis développer avec leurs propres patients, se faire des petites grilles, puis inventer quelque chose qui donnerait des statistiques, bien, ils pourraient se joindre à tous ces gens-là parce qu'il y en a beaucoup à travers le monde. C'est pas juste comme 3-4, là. Ils sont vraiment beaucoup. Puis on a besoin de toxicologues aussi, de ceux qui sont quand on envoie en laboratoire, des pathologistes. On a besoin aussi des oncologues. On a besoin de tous ces gens-là pour que tout le monde puisse connaître l'information l'autre. Parce que quand tu vas voir le médecin, s'il n'a pas été informé, bien, il ne peut pas te diriger. Il ne peut pas dire, ouais, finalement, comme mon médecin, là, aurait pu dire, hey, avec toute ta liste de symptômes, là, ça se pourrait bien que ça soit ça que tu as parce que j'ai été écouter un colloque, j'ai été m'informer. Là, je le sais maintenant. Fait que si je le sais, je peux t'aider. Mais si je le sais pas,
Elle peut Non, pas c'est aider, sûr. c'est ça. Moi, mon médecin était très au courant, Julie, parce que, comme je disais tantôt, il m'avait vraiment donné de la bonne information. Il m'avait aussi dit, il était honnête, là, une statistique que lui, personnel, avait vécue là, en 20 ans de pratique. Il avait opéré 5 femmes, lui, pour enlever les prothèses, parce que, selon lui, il y avait des symptômes qui pourraient apparenter ça. Puis, il me disait tout le temps, de toute façon, c'est la femme qui sait, c'est la femme qui sait son corps, c'est la femme qui sent ça. Il dit, moi, si elle me dit qu'elle veut les enlever, il dit, je vais les enlever sur la RAMQ et tout ça. Donc, ça m'avait aussi rassuré de dire, si jamais, tu sais, on n'a jamais de garantie dans la vie, là, mais s'il arrive quoi que ce soit, j'ai un médecin avec qui je peux en parler, puis je sais qu'il va m'accompagner là-dedans. Je touche du bois, tout est beau de mon côté, là, mais docteur Isis, tu avais dit une chose super importante, Julie. C'est que les femmes que les implants ont été retirés, c'était pas des femmes qui avaient eu des reconstructions mammaires. Ça, c'est vrai. C'était ceux qui avaient eu les augmentations mammaires. C'est ça. Fait que moi, ma question, puis ça va être ma prochaine question que je vais aborder les médecins, c'est de savoir, est-ce que la maladie d'implant mammaire peut avoir un impact avec les femmes qui ont une augmentation mammaire, gardent leurs glandes, gardent le... Tu sais, je veux dire, en fait... C'est différent, c'est très différent. Une reconstruction, on enlève tout et on met l'implant. Fait que, est-ce qu'il peut avoir une incidence? C'est quelque chose que je vais demander parce que les études exhaustives, il faudrait le faire sur 2 bassins. Oui. 2 bassins. Parce que les augmentations mammaires, vous gardez vos glandes, vous gardez, c'est mis sous le muscle, c'est mis, tu sais, il n'y a pas... Il y a sous et sûr, hein, il y a les deux. Oui, hein. c'est ça. Mais je veux dire dans le sens où il n'y a pas une ablation avec reconstruction, c'est qu'on enlève des glandes, on enlève des fois des glandes, tu sais, les glandes, on enlève les tissus adipeux, on enlève beaucoup de choses avant de reconstruire. Fait que l'implant sous-cutané, il y a vraiment, tu sais, au niveau de la cicatrice, au niveau des tissus internes, c'est très différent. C'est une excellente question. Je ne sais pas s'il va y avoir une différence autant parce que les implants, lorsqu'ils, mettons, ils se brisent ou se fissurent, là, même s'ils ne se brisent pas, ils vont suinter, qu'on appelle. Puis, mais ça tombe dans le système lymphatique. Fait que tu aies enlevé des parties du sein ou pas, si ça tombe dans le système immunitaire, sein ou pas de sein, le système immunitaire, il est là pareil. Puis ça, c'est la maladie des implants mammaires attaque surtout le système immunitaire et le système endocrinien. Fait que je pense qu'il n'y aura pas vraiment de différence. Peut-être mais ça serait important. Ça serait important de le demander. Puis effectivement, de faire de recherche. Mais je crois que... Là, je ne l'ai pas, mais je pense que je l'ai vu passer. Il y a une recherche sur ça qui a été faite sur 2 bassins. De femmes. Bien, je serais vraiment curieuse de voir les résultats. Je suis pas mal certaine que je l'ai vu passer. Je vais te la trouver, puis je vais te l'envoyer. Là, je vais mettre mes petits colombos là-dessus. Là. Mais je suis pas mal certaine que je l'ai vu passer, ça. Je sais pas s'il y en a plein, mais je suis pas mal sûre que j'en ai vu passer une. Et puis, en parlant de que les symptômes disparaissent ou non, là, il y a des recherches qui sont faites aussi. Puis là, la statistique là, que j'ai dans les documents que je viens de tourner, là, c'est les symptômes des femmes, lorsqu'ils retirent les implants, disparaissent ou regagnent en santé de 80 à 95 % leur santé revient. Puis revient surtout avec le retrait de la capsule. Ça, c'est important aussi de le mentionner parce que les types de cancers qu'on a nommés tantôt, ils se développent entre la prothèse et la capsule. Fait que si tu retires pas tout d'un coup en bloc, qu'on appelle, bien, si c'est fait en plusieurs parties, puis que là, il y aurait des cellules cancéreuses, bien là, ils vont se répartir. Mais s'ils se répartissent, là, ça devient des métastases. Là, c'est plus compliqué. Mais s'il est tout retiré correctement dans un seul morceau, d'où l'importance d'avoir un chirurgien qui a de l'expertise dans le retrait par enlever toute la capsule au complet en bloc ou capsulectomie totale, pour pas qu'il y ait des déversements. Puis j'ai plusieurs vidéos lorsque je fais des conférences, parce que j'ai aussi des conférences que j'offre sur le sujet. Je suis associée avec la RQASF, qui est le réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Puis mes conférences, ils sont sur 3 sujets différents. Et puis, c'est tout sur la santé mammaire, dans le fond, là, ou le choix de chirurgie mammaire. Et puis, je mets des PowerPoint. Donc, j'ai des vidéos que je montre, puis des informations. Puis, on le voit bien, l'importance de ce retrait-là. Puis, on voit bien que même si, lorsqu'on a un implant, puis qu'on nous le montre qui est tout beau, tout intact,
lorsqu'il est dans le corps, bien, il change de couleur, puis il change de texture, puis il devient tout collant et gluant. Puis c'est ce gluant-là qui fait qu'il est très dangereux parce qu'une fois qu'il se répartit, bien, il ne s'enlève pas bien. Fait que s'il ne s'enlève pas bien, mais il va attaquer tes autres organes. Puis là, bien, ça fait que tu as des réactions auto-immunes que ton corps veut tout le temps détruire quelque chose qu'il n'est pas capable de détruire. Sinon, bien, ça va affecter des parties de tes organes que ça peut occasionner d'autres problèmes. Bien, ça reste que c'est un corps étranger quand même, hein, oui. qu'on implante dans notre corps, tout à fait. Bien, merci Julie de nous avoir informés aujourd'hui sur le sujet, nous avoir partagé ton expérience personnelle. C'est sûr que le but, c'était d'informer les femmes. Fait que je pense qu'avec ça, on va avoir beaucoup d'informations à diffuser. Il y a plein de liens aussi qu'on va mettre à la fin. Oui. Effectivement, ben en fait, si jamais une femme vient qu'à avoir des symptômes, elle n'est pas certaine, elle a passé tous les tests, comme toi, qui n'ont rien, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, mais juste avant qu'on termine, peux-tu juste me dire le rôle de la JPAC, juste avant qu'on termine, parce que je trouve ça important qu'on parle du rôle de la coalition. En tout cas, j'ai oublié juste savoir, en fait, c'est quoi leur rôle. Puis, ben c'est ça. Après, si tu peux juste nous donner des liens que les femmes pourront peut-être aller voir là directement. Oui. Pour avoir de l'information. Oui. Super. Dans le fond, la JPAC, c'est des lettres en anglais. C'est le Global Patient Advocacy Coalition. Fait qu'en français, c'est la Coalition mondiale pour la défense des patientes. Puis, elle travaille en collaboration pour soutenir et défendre les dispositifs médicaux, donc les instruments médicaux comme un implant ou comme les treillis aussi, les mailles qu'on utilise pour retenir la bandelette urinaire qu'on appelle, là. Et puis, elles vont en collaboration avec la FDA. Ils sont souvent en collaboration avec eux. Puis, elles veulent changer aussi des lois. Puis, ils ont déjà plusieurs États qui sont en train d'avoir des lois aussi pour exiger que les chirurgiens doivent obligatoirement donner toute la documentation avec tous les symptômes puis qu'il y a un consentement éclairé, ce qu'on n'a pas encore ici. Mais là-bas, ils en font de plus en plus. Et puis, elles travaillent à faire des changements pour la politique. Et puis, leur vision, c'est que chaque patiente reçoive l'information claire avant de faire un choix. Fait que sur le site, quand vous allez sur le site de la JPAC, vous allez trouver des ressources, des références, puis comme le document que j'ai dit tantôt pour la liste à cocher. Puis aussi, il y a la liste de mentors pour les produits chimiques qui sont à l'intérieur de la prothèse mammaire de mentor, une d'entre elles en tout cas. Comme ça, on peut voir qu'effectivement, ces produits-là se retrouvent, donc qui se déversent dans le corps. C'est peut-être pour ça qu'il y a des réactions puis qu'on a des difficultés avec notre santé. Puis il y a plein d'autres ressources dessus, là, qui c'est super intéressant. Mais à part ça, mon rôle à moi, c'est de le promouvoir au Canada, au Québec, parce que c'est une coalition mondiale, donc ils recrutent des gens partout à travers le monde. C'est pour ça que j'ai fait l'annonce que s'il y a des professionnels de santé, toutes confondues, j'inclurais même les ostéopathes, les physios, les acupuncteurs, tout le monde. On peut me rejoindre pour que moi, je les place avec d'autres personnes. Puis les femmes qui se posent des questions, que ça soit pour avoir des implants parce qu'elles veulent en avoir ou qu'elles veulent les enlever, bien, elles peuvent me contacter si elles ont besoin d'une écoute attentive, de réflexion, elles ne sont pas certaines, elles sont insécures, ou si elles veulent avoir des listes ou des références sur d'autres sites, bien, moi, je peux les diriger où est-ce qu'elles ont besoin d'aller pour répondre à leurs besoins. Et puis, sur les réseaux sociaux, si on fait juste taper des mots-clés, comme surtout sur Facebook, là, il y a au moins 200 groupes là, qui existent de toutes sortes pour les implants mammaires. Mais une qui est francophone, avec laquelle les femmes peuvent échanger, parler, mettre des informations, puis poser des questions, c'est le groupe qui s'appelle... oh non, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas grave. Attends, on va le mettre en lien. Excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est pas grave, on va le mettre en lien. Il y a celui-là, puis il y en a d'autres aussi. Pour celles qui veulent faire la reconstruction à plat, aussi, il y a des groupes pour ça. Ouais, je pourrais tout te donner. On les a déjà donnés dans un autre podcast. C'est ça. Fait que j'ai comme plusieurs groupes comme ça que je peux les référer, mais je suis là surtout pour
les renseigner puis les diriger où est-ce qu'elles ont besoin. Puis si elles ont besoin de quoi que ce soit dans leur réflexion, je suis là. Puis je suis vraiment le plus que je suis comme en ce moment. Là, j'espère que je parais bien impartiale, là, que je donne l'information claire. Puis je donne tout le temps avec des ressources précises. Là, je parle jamais à travers mon chapeau. Puis je suis pas là pour juger le choix qu'on fait. Ça l'appartient à la femme tout le temps. C'est important qu'on le sache puis qu'on comprenne bien ça. C'est important, mais c'est important de savoir aussi qu'il y en a plusieurs qui ont des implants mammaires et ça va très bien. Oui, c'est ça. Je veux dire, on en a beaucoup de... Je veux dire, ça, c'est parce que souvent, les gens sortent dans les médias, on entend un petit peu plus parler, mais sur le bassin de femmes qui en ont, il y en a énormément que ça va bien. Fait que parce que c'est des millions de femmes, là. C'est ça. Ça peut pas être tout noir ou tout blanc, là. J'ai vu une étude, puis il y a vraiment énormément par jour, là, des reconstructions, et pas des reconstructions, des augmentations mammaires, il y en a, écoute, un chiffre effarant. Fait que, mais là-dessus, mais juste il y en a au que ça Canada, je crois, je sais pas si c'est le Canada ou le Québec, mais je crois que c'est au moins 145 000 par année environ qui ont un quelconque chirurgie ou entretien avec les seins, puis au moins 1800, 1900 qui sont pour la reconstruction mammaire, quelle que soit la raison pour laquelle elles le font. Là. C'est à peu près ça que j'avais. Je pense que les statistiques sont de 2019. Ouais. C'est ce que j'avais trouvé. Ça date quand même d'en faire 4 ans. Ouais. On va essayer de trouver des statistiques. Ben, merci d'être venue, Julie. Puis nous, on mettra toutes les informations là, en lien. En fait, les regroupements, les pages Facebook. Fait que les gens, les femmes qui nous écoutent, qui aimeraient avoir plus d'informations, parce qu'on aurait pu en parler encore longtemps, mais bon, malheureusement, le temps file beaucoup. On va pouvoir les mettre en lien là, sur la barre d'infos. Oui, ceux qui en veulent plus, peuvent aussi me contacter parce que je donne des conférences. Parfait, excellent. Merci, Julie. Oui, merci d'être venue. Nous, on se voit à un prochain podcast. Bye bye.